Effectivement, quand on est douloureux chronique et qu'on ne connaît pas la cause, c'est compliqué. La première chose à faire en lien avec les équipes, c'est d'identifier la cause de la douleur chronique pour pouvoir l'accueillir et l'accompagner. Je pense que la première chose à faire avec la douleur chronique quand on est patient, c'est l'accueillir. Et j'ai bien l'accueillir et pas l'accepter. Je fais une nuance importante entre les deux. C'est l'accueillir et pouvoir construire du quotidien avec une douleur chronique. Je crois que l'enjeu, il est là, en fait. Et c'est, pour bien l'accueillir, c'est bien la connaître. Et pour bien la connaître, c'est bien se connaître. Et un des enjeux de la paralysie cérébrale, si ce n'est l'enjeu principal, qui est aussi une chance, c'est qu'on a l'avantage d'avoir des cartes du handicap moteur en main, j'allais dire très vite. Mais on a assez peu la carte douleur en main très vite. Je fais partie d'une génération, mais comme beaucoup d'autres, voilà, où la douleur était très peu évoquée, mais on y reviendra un peu plus tard sur la table ronde. Je voulais déjà témoigner sur le fait que je suis vraiment enchantée par ces 2 journées, par les partages d'expériences de toutes ces équipes, du monde pédiatrique, du monde adulte, de ces différents professionnels de santé, parce que finalement, on voit que ça y est, le courant est là, où dans la prise en charge de la douleur, il y a d'abord eu une étape de reconnaissance de l'existence de douleurs aiguës chroniques dans la paralysie cérébrale, avec une recherche qui a beaucoup œuvré ces dernières décennies sur les outils d'évaluation, sur les protocoles de prise en charge pour prévenir les douleurs induites dans les soins, mais avec la description, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il y a quand même les aspects multidimensionnels de la douleur qui étaient insuffisamment explorés, pris en charge, et on a eu des belles présentations hier pour illustrer ces voies neurologiques de la douleur, comment intervenait en réseau l'intégration sensitive, sensorielle et toutes les dimensions cognitivo-émotionnelles. Et on voit qu'aujourd'hui, ça y est, ces aspects-là ont pénétré les milieux de soins et avec maintenant, à mon sens, encore une autre dimension à travailler qui va être comment engager très tôt les enfants et l'entourage, les parents dans la compétence dans la prise en charge des douleurs en utilisant tout ce qu'on a à disposition aujourd'hui, des techniques médicamenteuses, biomédicales, mais aussi les aspects cognitivo-émotionnels. C'était un peu la première chose qui me venait à l'issue de ces 2 premières journées. Thérèse, vous pouvez peut-être nous dire comment accompagner chez le tout petit et non communicant donc les parents aussi dans la découverte de cette douleur, comment on les glisse, qu'est-ce que vous leur dites et comment vous faites aussi si vous intervenez auprès des équipes qui les suivent, parce que vous êtes une unité douleur donc spécialisée. Je fais partie d'une structure douleur chronique, donc on est amené à accueillir pour ma part des enfants et des adolescents douloureux chroniques qui n'ont pas tous une pathologie sous-jacente telle que la paralysie cérébrale. Mais une partie de cette population, effectivement, a une pathologie rhumatologique, gastro-entérologique, parfois donc neurologique. Donc là, on reçoit des enfants, des ados pour lesquels la douleur a été identifiée. Et les parents ou l'équipe de soins qui intervient auprès de l'enfant a identifié cette problématique, a essayé généralement de mettre des choses en place, n'a pas réussi et fait appel à nous. Donc on est sur des choses qui sont généralement de l'ordre du soin tertiaire. On intervient en 3e lieu, après le médecin traitant, l'équipe de première ligne, après les soins secondaires. Donc on est dans des situations déjà un petit peu particulières et une population déjà bien identifiée comme douloureuse pour le coup. Pour cela, effectivement, comme l'a dit Guillaume, s'il y a une cause
identifiée et qu'elle est traitable, ça va être notre priorité. Mais parfois, c'est pas le cas, ou parfois il y a une intrication de plusieurs causes qui fait que c'est difficile de proposer un traitement purement curatif et qu'on va devoir effectivement travailler autour de apprendre à vivre avec, accueillir plutôt d'accepter. Je suis assez d'accord avec vous, Guillaume. Mais après, effectivement, dans cette population d'enfants avec une paralysie cérébrale, on intervient dans les structures de douleur chronique, on n'intervient pas nécessairement en premier lieu, avant toute prise en charge. Et là, c'est plutôt ma casquette de neuropédiatre. Là, j'interviens dans du diagnostic éventuellement de paralysie cérébrale, des enfants avec des troubles de marche qui arrivent en consultation. Là, on fait un diagnostic de paralysie cérébrale, on ne peut pas annoncer aux parents qu'en plus il aura mal leur enfant, c'est vraiment trop difficile, vous imaginez bien, mais ça fera partie petit à petit des consultations, de mettre le diagnostic, mettre en place la prise en charge. Ils vont rencontrer évidemment des équipes de rééducation, de professionnels, où on va commencer à s'intéresser à tout ça. Et petit à petit, ça fait partie des choses qu'on va essayer de dépister par le biais des parents, par le biais de l'enfant lui-même. Mais ça peut être très compliqué pour les familles de se dire, ben voilà, il est malade et en plus, il a des douleurs. Et donc parfois, on est amené à se dire, cet enfant, il a mal en fait. Et pour les parents, parfois, c'est compliqué d'admettre ça. Donc ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de passer un certain temps à faire accepter, là pour le coup, que l'enfant, il a mal, vraiment. Et qu'ensuite on pourra mettre des choses en place, bien sûr. Mais ça peut être vraiment une étape difficile. Les équipes, ça, je pense qu'elles sont conscientes que l'enfant peut avoir mal, que les appareils, ça peut faire mal, que certains soins, ça peut faire mal. Je pense qu'on en a de plus en plus conscience. Mais voilà, il peut y avoir une vraie étape déjà d'accepter que c'est possible qu'il y ait des douleurs en lien avec la pathologie. C'est pour ça qu'on a aussi peut-être un peu plus de difficultés à faire utiliser des outils d'évaluation de la douleur par les parents. Donc je regarde mon collègue Philippe Lemoine qui a lancé une équipe mobile qui est interpellée par des équipes plutôt plus que des parents, il me semble, à l'heure actuelle. Et on a lancé également avec la Société française d'études et de traitement de la douleur une application smartphone, alors que vous avez déjà peut-être vu sur les diapos. Tout à l'heure. Et je vous en parlerai tout à l'heure. En tout cas, cet outil il est finalement destiné aux parents en premier lieu. Et quand on leur en parle, ils sont très contents que ça existe. Mais pour autant, l'utiliser, c'est une étape qui est plus difficile à mettre en œuvre, plus compliquée. Donc voilà, on a quand même cette étape d'acceptation, je pense pas par l'enfant lui-même, en tout cas, lui, il a mal, il le sait très bien, mais par les parents qui peut être vraiment difficile. Je pense qu'il y a le choc du diagnostic et un second choc qui peut être celui de la douleur. Je veux bien juste rebondir sur il le sait très bien. En fait, il le sait très bien si on lui laisse la place de l'exprimer et si jamais on sait faire la différence entre le progrès de la douleur et la douleur non limitante du progrès. Et ça, c'est un des enjeux aujourd'hui de la prise en soin des enfants. C'est vraiment de savoir faire la... Il le sait très bien, non pas toujours. Enfin, il a du mal il peut avoir du mal à identifier ce qu'est de la douleur ou ce qu'est de l'étirement et ce qu'est... Voilà. Et donc c'est vraiment important de l'identifier et de le nommer. Il le sait très bien, c'est-à-dire en termes de ressenti, je pense qu'il le ressent très bien. Après, qu'est-ce qu'il en fait, comment il va le nommer, comment il va pouvoir l'exprimer, effectivement, là c'est peut-être très différent selon les enfants, c'est tout un cheminement aussi. Et effectivement, ça peut être intéressant peut-être sur un mode d'éducation thérapeutique, mais de voir qu'est-ce qui est de l'ordre du ressenti entre guillemets normal d'un étirement, qu'est-ce qui est de l'ordre de là c'est trop, ça fait mal, et effectivement trouver la nuance, trouver le juste milieu, c'est des choses qui sont difficiles pour les enfants naturellement, et qu'on apprend petit à petit. Donc ça peut peut-être rejoindre certaines démarches d'éducation thérapeutique, je pense. C'est un vrai processus pour faire, je reprends les mots de Guillaume, que la douleur ne soit pas limitante dans le progrès du patient.
manière anecdotique, là, je reprends les premiers mots d'hier qui, moi, m'ont marqué, cet aspect caricatural de comment on communique avec un tout petit enfant qui a mal, avec cette théorie genrée, on va s'adresser au petit garçon en lui disant sois fort, sois courageux, va au-delà de ta douleur, et à la petite fille où on sent qu'elle a besoin d'être câlinée. En fait, au-delà même de cet aspect genré, quand même, comment on communique autour de la douleur, comment on accompagne, ça a des vraies répercussions derrière sur les profils qu'on peut retrouver à l'âge adulte. Après, en échangeant ensemble sur quel est ce processus d'accompagnement, moi je m'occupe beaucoup d'accompagner les transitions. Alors maintenant, on essaye de plus parler de transition parce que derrière la transition, en fait, finalement, c'est cette transition qui s'articule de manière un peu protocolisée à 18 ans. En fait, là aussi, c'est un processus qui s'accompagne en fonction des adolescents à 15 ans, à 12 ans, à 13 ans. Et finalement, après, à 18 ans, c'est la question de transfert d'équipe, mais là aussi avec cette notion d'accompagnement progressif. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, en fonction de comment on communique avec ces deux profils là où globalement tu serres les dents, tu vas au-delà de ta douleur, ou au contraire, mon pauvre, tu as mal, vite, je t'enveloppe, et on a, lors de cette passation à l'âge adulte, parfois des profils qu'on a l'habitude de dire entre collègues un peu caricaturaux, sans processus d'accompagnement. On va avoir des profils un peu dans l'hypermaîtrise, de personnes qui effectivement ont beaucoup serré les dents, qui ont subi les soins en serrant les dents, avec la volonté, une fois qu'ils ont lâché le parcours exigeant de l'enfance et de l'adolescence, de mener leur vie, en étant très évitants des structures de soins, très méfiants du personnel médical, et où finalement, donc on les voit des fois revenir par biais du secrétariat avec une demande de prescription, de renouvellement d'une attelle ou tout ça, mais surtout sans jamais voir le médecin. Et que finalement on va revoir donc, dans des contextes de rupture de parcours de soins qui vont revenir par biais de complications. Je pourrais vous donner des exemples dans la suite, et où on met plusieurs années derrière pour récupérer des situations douloureuses fonctionnelles. Et puis à l'inverse, d'autres profils qui se sont construits parce qu'effectivement là aussi, alors pas forcément en serrant les dents, mais en étant que dans l'enveloppement extérieur et pas dans l'émergence de ce qui fait sens pour lui, de comment est-ce que lui peut agir sur la douleur, des profils très passifs qui vont être subissants, avec la peur de décevoir et d'incapacité finalement à l'âge adulte de faire émerger ses attentes. Donc ça, c'est un peu des profils caricaturaux qu'on s'est partagés, qu'on a de moins en moins parce qu'il y a ce processus qui est mis en place. Alors c'est quoi ce processus? On a parlé déjà un peu de coping, stratégie de faire face. Est-ce que c'est clair ces notions pour vous? Il y a quelqu'un qui voudrait me donner une définition? Alors coping en anglais, en français on dit stratégie de faire face. Il y a quelqu'un comme ça qui aurait une définition? Oui. Alors je dirais que le coping, donc c'est la capacité à faire face, et c'est un ensemble de stratégies mises en place pour pouvoir faire face à la douleur, mais qui peuvent être médicamenteuses, non médicamenteuses, et toutes les ressources personnelles du patient et propres à chacun. C'est pas du jeu parce que j'en ai parlé hier. C'est ça, parce que tu en as parlé hier et surtout parce qu'on sait d'où tu viens. C'est pas du jeu. Oui, et dans ces stratégies, voilà, il y a cette notion de stratégie multiple avec les ressources médicamenteuses, mais aussi cognitives, comportementales, qui permettent alors effectivement de réduire, tolérer la douleur, mais aussi d'autres problématiques internes, environnementales associées à la pathologie auquel est confronté un patient. Et pour vous, ces stratégies de faire face, est-ce qu'il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres est-ce qu'il y a des compétents en coping? Est-ce qu'il y a des moins compétents en coping? Est-ce qu'il y a des personnalités qui seraient des entourages, des familles qui... Ça, c'est volontairement un peu...
J'entends que ce soit volontairement un peu provoquant, mais vu qu'on n'a pas beaucoup de réactions de la salle, c'est dommage parce que c'est des questions vraiment intéressantes. Vous êtes déjà, pour rebondir là-dessus, vous êtes déjà dit, c'est un enfant, c'est des familles qui sont fragiles, qui n'ont pas beaucoup de ressources. Vous avez déjà dit des choses comme ça? Du coup, est-ce qu'il y a un peu cette intuition chez vous de vous dire qu'il y aurait des gens qui seraient plus armés pour faire face que d'autres? Alors, j'en pense que vous avez un rôle en équipe, tous, quelle que soit la personne dans l'équipe, vous avez un rôle de confiance, de donner confiance aux familles, donner confiance aux patients, pour pouvoir les aider à s'engager dans des stratégies de coping, parce qu'en fait, c'est des stratégies au long cours. Et encore une fois, on a un avantage, nous, en paralysie cérébrale, qui est quand même relativement rare, c'est qu'on a les cartes très tôt. Vous pouvez agir sur ces stratégies de coping très 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 tôt. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas d'avant-après. On peut agir le plus tôt possible. Et c'est à vous de jouer ces enjeux de confiance. Parce qu'en fait, c'est des enjeux de confiance que vous instaurez dans les familles et donc ensuite qui redescendent aux patients. Par rapport à ce que disait le docteur Majon, il me semble que quand c'est humain de penser que telle ou telle famille ou tel patient serait plus armé ou moins armé par rapport à plein de conditions pour faire face. Mais il me semble que, et on l'a tous, mais ça s'appelle mettre des étiquettes. Et donc, comment est-ce qu'on aide les patients à trouver ces stratégies et comment on aide les familles aussi à s'engager dans ces soins, parce que quand on dit la douleur est moins dépistée, on n'ose pas dire aux parents, on n'ose pas dire aux parents à l'annonce diagnostique, votre enfant a une paralysie cérébrale, mais en plus de toutes les complications qu'il peut y avoir, vous savez, il peut exister de la douleur, et de la douleur au long cours. Et ça renvoie, il me semble, à une question de culpabilité, de culpabilité ou de qu'est-ce que j'ai mal fait chez les parents. Et donc comment on y répond? Après, là, on parle des stratégies des patients, mais on parle aussi des stratégies des soignants. Hein. Il faut bien sûr le dire, quelqu'un qui est douloureux, quelqu'un qui se plaint, c'est très dur de rester auprès de quelqu'un de douloureux. Si on est efficace, si on a des solutions à proposer, bien sûr, pas de problème, ça nous renvoie une bonne image de nous, donc à ce moment-là, on peut bien rester. Mais quand on est auprès du patient douloureux, qu'on essaye, qu'on réessaye, et qu'il est toujours douloureux, on a juste envie de fuir. Et ça, c'est important de le dire. Et puis, il y a toutes ces réactions qu'on a. Alors là, je parlerai plutôt peut-être aux jeunes soignants parmi vous, mais ça peut aussi nous arriver à nous, les seniors, comme on dit. Alors moi, je considère que je suis une vieille soignante. 27 ans d'APHP. Et du coup, je me rappelle cette première rencontre avec une jeune femme qui avait une paralysie cérébrale, un corps extrêmement déformé, très maigre, et l'image qui m'est venue, ça m'a pris à la gorge et j'ai eu l'impression de rencontrer quelqu'un qui sortait d'Auschwitz, vous voyez. Et j'ai eu un mouvement de recul, et je dois le dire, de dégoût. Et ça a été terrible pour moi. Terrible parce que je n'aimais pas celle que j'étais. Mais ce qui a été merveilleux, c'est que Sabine, qui était en face, elle m'a accueillie. Et elle m'a accueillie avec mon dégoût, avec mon mouvement de recul. Et elle m'a dit, tu vas voir, ça fait toujours ça la première fois, mais après on s'habitue. Et elle avait raison. Autant j'avais pu la trouver de l'ordre de quelque chose d'immonde dans un premier regard, autant après je la trouvais lumineuse. C'était elle qui éclairait la journée de tous les soignants qui étaient sans cesse dans sa chambre. Et je me disais, mais pourquoi ils sont dans sa chambre tout le temps? En fait, c'était elle qui les nourrissait. Vous voyez? Et donc ça, je crois que c'est important aussi de se dire que
nous aussi soignants, c'est pas parce qu'on a ces réactions-là qu'on est et qu'on va rester mauvais soignant. Ça s'apprend, ça s'accompagne, ça se travaille indéfiniment. Parce qu'on a toujours... Voilà. Et puis l'autre chose qui me marque très fort, puisque moi je travaille en réanimation, on vient toujours voir le patient en lui disant où tu as mal. Tu as mal où aujourd'hui? Tu as mal où? Mais en fait, quand on veut dire, non pas j'ai mal, mais je suis mal, comment le dire? Personne ne vous demande. Vous voyez? Alors, si vous êtes angoissé de dire j'ai pas mal, c'est compliqué, parce que vous êtes mal. Alors vous allez dire que vous avez mal au ventre, vous allez dire que vous vous sentez oppressé, que vous avez mal à la poitrine, que des manifestations physiques. Et je voudrais vraiment qu'on travaille là-dessus, sur accueillir cette part de je suis mal. Parce que plus on peut la dire, cette douleur-là, plus elle peut être accompagnée et plus elle peut être reconnue. Mais souvent, on ne veut même pas l'entendre. Je ne sais pas si je cite un peu les douleurs psychologiques. Alors, j'en ai noté quelques-unes, hein, mais bien sûr, vous pourrez compléter la liste. Bien sûr, le regard de l'autre, hein, dont on vient de parler, le côté repoussant, le dégoût qu'on lit dans le regard de l'autre, notamment quand on ne contrôle pas sa salive, le côté inutile, le fait d'être exclu parce que non admis dans la catégorie des beaux, comme je vous le disais, le fait d'avoir une allure qui, selon les critères sociétaux, renvoie à l'idée que la personne, du coup, elle doit être bête. Elle doit pas être, doit être un peu neuneux. Donc on lui parle comme quelqu'un de très limité intellectuellement. On la tutoie, on lui parle, ou alors, carrément, on la traite comme un objet. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas à la personne. Le nombre de personnes qui vont faire des soins sans parler à la personne, ça peut même aller, me raconter Gina, jusqu'à des soignants qui gardent leurs oreillettes pendant qu'ils donnent à manger aux patients pour réussir à tenir et à penser à autre chose quand ils sont auprès du patient. Vous vous rendez compte, la façon de nier l'autre. Et donc après la grande solitude, si je ne peux pas me regarder dans le regard de l'autre, ce que ça demande comme nécessité de se sentir exister par soi-même. Et on sait que nous, soignants, on peut, de même que les patients nous aident à nous regarder nous-mêmes, ou pas, de même, les patients vont se regarder dans le regard des proches et des soignants. Il suffit d'un regard. On dit souvent, oui, mais il y a un moment, je ne voudrais pas perdre ma dignité, je ne sais pas quoi, c'est le grand truc à la mode. Je serai ce soir à l'Assemblée nationale pour défendre un point de vue autre, vous vous en doutez. Et en fait, ce côté d'être toujours réduit à devoir se conformer à ce que la société attend de nous, c'est extrêmement douloureux. Et cette solitude, elle est là, c'est une vraie souffrance, une vraie douleur. C'est d'où l'importance de mettre les gens en lien, d'où l'importance d'avoir des patients experts qui redonnent toute leur légitimité et qui rapprochent les gens, les mettent en lien, tout ça. Parce que c'est vrai que, aussi, il faut le dire, je vous disais au départ, quand la plainte est lancinante, c'est très important de travailler à plusieurs et de se passer la flamme. Et maintenant, les équipes sont en 12 heures. Donc, même pour les proches, quand on est auprès de quelqu'un de douloureux, au début, on est sensible, après on est susceptible, après on est agressif, et après on peut être maltraitant. Tellement ça nous est insupportable d'être confronté à notre impuissance à soulager la douleur. S'il vous plaît, si vous faisiez appel à des jeunes rééducateurs, je me sentais visé un petit peu. J'ai pu croiser
la vie professionnelle, des enfants, des adultes aussi, mais j'étais plus interpellé par des enfants qui cachaient leur douleur. C'est-à-dire qu'il a nié pour se conforter dans quelque chose par rapport à la relation thérapeutique que je pouvais avoir avec eux, d'une part, c'est-à-dire, je me souviens quand j'étais jeune rééducateur, j'avais toujours cette volonté de vouloir, entre guillemets, dérive d'une certaine façon, donc pousser à l'extrême des capacités pour faire mieux, toujours mieux, et finalement, je me rends compte que c'était des choses certainement qui provoquaient de la douleur, mais l'enfant, pour coller à l'image que j'avais de lui, éventuellement, d'une certaine façon, niait la douleur. La taisait, en tout cas. La taisait par rapport à ça. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ma vie professionnelle. Et si je peux me permettre de rajouter encore quelque chose pour animer un peu plus encore vos échanges, c'est que bon, il y a douleur, il y a aussi un confort, douleur, la limite n'est pas toujours bien claire. Moi, je suis toujours très impressionné quand je vais dans des établissements de voir des situations d'inconfort qui, pour moi, crèvent les yeux, d'une certaine façon, et qui sont finalement acceptées par la personne elle-même. Inconfort dans les installations, où on se dit, mais jamais, moi, je resterai 8 heures assis dans cette installation. Je ne pourrais pas supporter, je serais. Et finalement, ces personnes qui s'adaptent finalement à la situation inconfortable, tel point que on ne fait plus attention puisque tout ça est dû et n'émerge pas, sauf quand on commence à creuser un petit peu, mais toujours difficile, me semble-t-il. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour être admis dans le service, pour qu'on ne nous fuit pas? Enfin, ces patients me disent, moi je suis prêt à tout pour ne pas te décevoir. Tu me dis ça va mieux, et là ça va mieux, et là ça va mieux. Au bout d'un moment, oui, ça va mieux. Parce que sinon tu vas être tellement déçu. Donc en plus de ma douleur, j'aurai en plus ta déception. Vous voyez? Et l'autre chose aussi, alors soit certains enfants vont complètement faire abstraction de leur douleur pour rassurer leurs parents, prendre en charge leurs parents. Vous savez, c'est un processus de parentisation parfois, hein, où c'est eux qui vont alimenter et donner la force à leurs parents. Et inversement, dans d'autres cas, on a aussi la situation inverse. Alors, tu me fais du mal pour mon bien, je te fais du mal pour que tu vois ce que ça fait. Oui. Donc et on observe assez souvent, je trouve, dans la relation parent-enfant, une relation qui peut être de tyran à esclave. Vous voyez, avec des enfants qui sont très très tyranniques, parce que malades, parce que douloureux, mais du coup, qui vont traiter leurs proches vraiment comme des moins que rien. Et ça va être très dur pour les parents qui arrivent dans le service de voir que leur enfant est prêt à dire s'il te plaît, à dire merci, à attendre, à avoir un mot gentil, alors qu'eux sont traités n'importe comment depuis des années. Donc ça, c'est effectivement, alors là, il faut bien sûr un niveau de douleur pas trop de PV pour ça. Voilà. Je me permets de rebondir sur tes propos, Philippe. En rééducation pédiatrique, on a aussi, dans les années 80-90, on avait le culte du progrès. Et c'est génial le progrès, c'est vraiment important. Mais le progrès peut nous inviter, pouvait inviter des enfants, j'espère qu'aujourd'hui ça a évolué, à nier la douleur pour pouvoir avancer, aller plus loin, toujours.
C'est vraiment important, et cette idée de représentation de la douleur à partir de 7 ans, c'est important, mais du coup c'est peut-être important de commencer à l'interroger à partir de 7 ans et demi. Oui, alors moi je ne fais pas partie du milieu de rééducation, mais c'est vrai que quand je me suis intéressée à la paralysie cérébrale et à la douleur, j'ai été assez frappée des études épidémiologiques qui ont pu être faites chez des ados paralysie cérébrale, et ils le disent très bien qu'ils ont mal, ils le disent très bien que ce sont les soins qui leur font mal. Souvent ils adorent leur kiné, mais leur kiné leur fait mal. Et c'est compliqué, je pense, d'être dans cette place-là, de celui qui soigne et celui qui fait mal en même temps. Il y a quelqu'un qui intervient. Oui, alors, je voulais prendre la parole parce que depuis le début, je ne sais pas le prendre. Philippe a commencé dans mes premiers pas. D'ailleurs, Philippe m'accompagnait dans l'ouverture du CESAD qui s'est ouvert en 2006. Actuellement, c'est ça, on va dire. Je me vois très très bien, effectivement, faire ces étirements de ce petit enfant, même en manœuvre de décontraction, et de m'interroger sur cette question de acceptable, pas acceptable, qu'est-ce que cette douleur, d'être vraiment dans cette interrogation, comment tu te sens, jusqu'où on peut aller, d'être dans le ludique avec le côté on va atteindre un petit jouet, on va faire tout, enfin vraiment d'essayer d'être dans la médiation, d'introduire vraiment du jeu, du plaisir, malgré tout. Cette notion de confort, de plaisir, d'aller dans ce fonctionner. On est vraiment dans une période où on s'interroge sur est-ce que notre acte est utile, pas utile, l'intégrer dans un quotidien, dans le long terme, donner du sens, que ça soit fonctionnel après dans quelque chose de fonctionnel, dans un geste du quotidien. Et effectivement, moi depuis pas mal d'années, je vois des parents intervenir dans les colloques, se présenter, créer des sites avec toutes les méthodes qui peuvent exister, batailler pour se dire tiens, mon enfant, eh bien, je voudrais qu'il puisse faire du vélo, je voudrais qu'il puisse faire telle chose, et donc voilà, maintenant il y a l'ITIL, il y a des choses, voilà, on veut voir des progrès arriver, on veut voir des choses se faire, on veut transformer, voilà, c'est la réparation, et même en tant que jeune kiné, se dire est-ce que je suis efficace, est-ce que j'apporte du bien, est-ce que la personne va ressortir de cette rencontre qu'on a, et de ce parcours qu'on a ensemble, avec quelque chose qui va rester. Et ces parents sont dans cette réparation, les jeunes professionnels et les futurs professionnels et les vieux professionnels sont toujours dans cette question de est-ce qu'on fait du bien, est-ce qu'on fait pas du bien. Vraiment, j'étais pas là ce matin pour pouvoir écouter Philippe. Je suis désolée dans les retards de transport. Ma question, c'est encore aujourd'hui avec des tout petits, parce qu'aujourd'hui je suis avec des tout petits, avec des parents qui accueillent cette question de l'annonce du handicap, avec des fois pas de réponse. Comme on disait tout à l'heure, des douleurs chroniques, ou est-ce qu'il y a des douleurs, pas de douleurs, on ne se pose même pas encore trop la question, mais effectivement dans l'annonce de ce qui va arriver, sans savoir ce qui va arriver, parce que chaque enfant est différent. Mais la question de la douleur, elle arrive effectivement plus tard. Et pourtant, dans les soins, avec les enfants, on est beaucoup dans le fonctionnel, dans le jeu tout petit. Et à un moment donné, on bascule peut-être un peu plus dans les appareillages, les installations, l'avenir orthopédique. C'est un devoir de pouvoir préparer les parents, l'enfant, à ce qu'il attend, alors qu'on n'y est pas. On n'y est pas encore. Et on n'y est pas encore complètement, mais il y a des annonces et des choses qui se présentent. La question que je voudrais poser aux experts que vous êtes, aujourd'hui, comment accompagner les parents et les professionnels dans ce tri de toutes les méthodes qui existent, dont je pense à la méthode Doman, je pense à la méthode... Moi j'accompagne par exemple ces familles qui vont faire des stages, qui vont questionner sur... Et puis des fois les enfants, les parents me disent « Ah ben, il a eu mal, mais si on arrête, on va perdre. » Et petit à petit,
qui contraignent. Mais c'est avec le temps, oui, il y a la confiance, d'accord, on parlait tout à l'heure, vous l'avez dit, la question de la confiance dans le parcours, parce qu'effectivement, c'est grâce à ça qu'ils sont capables de nous livrer ce qui se passe. Je propose d'accompagner, d'aller voir les thérapeutes en question, d'être présente dans ces petits stages. Ça arrive des fois, et de pouvoir faire le tri avec eux, mais c'est au long cours, et de le faire tout petit, ça peut leur rendre service pour après. Mais finalement, quand ça arrive en cours de parcours, c'est très dur pour les parents de lâcher. Voilà. Ils vont un peu partout, ils explorent, on explore tous, et la douleur, finalement, elle n'est pas un baromètre encore aujourd'hui pour eux. Elle est encore dans, oui, mais on va perdre fonctionnellement, il y a ça qui ne va pas aller, on est obligé de tenir, l'appareillage, c'est douloureux, mais on a testé plein de choses, on a mis la mousse, on a fait ci, on a fait ça, on va garder, voilà. Il y a la culpabilité de ne pas mettre la tête la nuit, parce qu'il faut la mettre, mais elle n'est pas supportable, et en même temps, il faut la mettre. Voilà, toutes ces questions d'équilibre sont au quotidien, encore aujourd'hui, et moi, la question de la douleur, sur les méthodes d'étirement, de certains gestes à imposer à la personne, c'est vraiment une grande question. Je pose. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Je vais dire quelque chose de peut-être un peu caricatural, mais je vais la dire quand même. On s'en fout complètement en fait des méthodes. Et aujourd'hui, je dis ça, je suis soumise à la discussion, mais comme l'a dit Philippe, on n'en est plus à se dire finalement est-ce qu'on doit faire des étirements, mince, la kiné ça fait mal. Bien sûr, en fait, et on n'en est plus à se dire, à imposer les choses. En fait, chacun doit prendre sa juste place. L'enfant, le thérapeute, les parents. Les thérapeutes ne vont pas être là dans un processus de réparation. Bien sûr qu'on va être là pour accompagner tout ce qui se passe dans les familles, avec bien sûr le traumatisme de la naissance, de l'annonce, la culpabilité, l'envie de réparation, l'envie de vie normale, l'envie d'accompagner l'enfant au maximum de son potentiel. Mais en fait, nous, là, notre responsabilité en tant que parents, c'est de faire baisser, c'est de faire baisser cette pression-là et de se dire, ok, chacun va prendre sa place. Et le premier, ça va être l'enfant. Et maintenant, on sait bien que les processus d'autodétermination, ça se joue dès l'âge de 2 ans. Et donc, et moi je suis hyper rassurée, aujourd'hui quand je vois toutes les initiatives d'équipe, quand je vois ce qui se met en place dès la période néonatale, où ça y est, l'enfant il est intégré dans son fonctionnement, dans son lieu de vie. Aujourd'hui on a des moyens d'échange, de communication avec l'enfant, où en fait, ce qui va nous guider, c'est de se mettre à chaque étape dans ses enjeux d'enfant, d'aller questionner dans sa vie de tous les jours, quand il va à l'école, quand il est amené à faire une activité de loisir, dans sa relation à l'autre, qu'est-ce qui lui pose problème? Et c'est à partir de ce qui lui pose problème, dire, ok, est-ce que tu veux qu'on t'aide pour ça? Et pour t'aider pour ça, on va déployer différentes méthodes, différents appareillages, on a quand même pas mal d'arguments pour les uns pour les autres, on va en tester, si ça marche pas, si ça passe pas à ce moment-là, on revient en arrière. On a aujourd'hui quand même beaucoup d'outils pour permettre d'accompagner tous les soins, que ce soit en kinésithérapie, que ce soit dans la pratique d'injection de toxines botuliques, que ce soit dans la révélation des appareillages. Et ce qui va nous guider, c'est à un moment donné, ok, est-ce que ça fait sens pour ce jeune? Est-ce qu'on est... Notre baromètre, c'est dire, est-ce qu'on répond à ses besoins d'enfant, dans ses enjeux d'enfant, dans ses attentes? Chacun prenant sa place. Où on doit toujours se dire, oui, nous, on est dans l'empathie positive, mais pas dans la sympathie, pas dans un truc où on adhère au processus du parent de se dire, allez, on ne faut pas manquer le coche, on y est. Non. Et en sachant que c'est normal que ça se passe aussi pour les parents, mais là, encore une fois, c'est un processus, en tout dont on se parlait quand on dit coping nana, je voulais juste revenir sur le fait, c'est pas un trait de personnalité. De la même façon que, ceux qui choisissent d'être soignants, a priori, c'est qu'ils sont quand même tournés vers l'autre. Donc, quand des fois, on est tous amenés des fois à réagir de manière pas adaptée, où on s'autoflagelle, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est un processus pour nous aussi. Voilà, on n'a pas tous les étiquettes, les bons soignants, les mauvais soignants, les bons patients, les mauvais patients. Voilà, comment chacun prend sa juste place, et en fait, on ne se trompera jamais si à un moment donné, on place l'enfant dans son parcours de soins, qu'on interroge c'est quoi ses attentes dans ses enjeux d'enfant à toutes les étapes,
et qu'après, voilà, on évalue les choses. Moi, j'accompagne beaucoup de jeunes sur ces parcours de transition, mais c'est incroyable. Il y a autant de... C'est des histoires de vie, c'est des histoires de naissance, des histoires d'amour, c'est des histoires de choix familiaux en fonction des représentations. On a tous les cas. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un jeune de 16 ans, paralysé cérébral, diplégique, qui avait un terreau de compétences motrices certain. Le choix du patient, de sa famille, ça a été on ne va pas entrer dans un parcours de soins trop contraignant avec des injections de toxines, des appareillages, et avec ce jeune homme qui avait une vie au fauteuil, avec un fauteuil actif qu'on retrouve dans les lésions médulaires, et qui était à fond super brillant à l'école, qui faisait du basket fauteuil, voilà. Alors, sauf que ça va amener d'autres contraintes, de vieillissement, rachidien, tout ça, qu'on commence à aborder à ce moment-là. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, autant de patients, autant de parcours, autant d'enjeux qui vont se travailler différemment. Si on manque certains coches, bien sûr qu'il y a des coches qu'on va manquer, on pourra toujours les rattraper. Et voilà. C'est la fameuse citation, la rééducation au service de la vie et pas la vie au service de la rééducation. Je crois que c'est là aujourd'hui l'enjeu. C'est comment est-ce qu'on fait adhérer les patients, mais moi-même en tant que patient, comment est-ce que j'évolue avec ma rééducation, comment est-ce que je progresse avec ma rééducation pour pouvoir coller au mieux à ma vie quotidienne et pas l'inverse. Et la douleur, c'est une composante aujourd'hui principale de mon action de vie. Et il faut apprendre réellement à vivre avec et à la reconnaître. Si je peux poser deux questions. Bon, je suis Isabelle Rochat, je suis médecin dans un IEM à Argelès-sur-Mer. Et je voudrais savoir comment on devient patient expert ou parent expert. Si ça se fait par thème, si il y a plusieurs experts pour un même thème, s'il y a un cadre légal et voilà, comment concrètement ça se fait. Nous, on n'a pas d'experts chez nous, donc je pense que ce sera important à mettre en place. Merci. Oui, il y a un cadre légal aux patients experts, puisque en fait c'est la loi de 2009 qui a fait émerger l'éducation thérapeutique. Et donc c'est depuis qu'il y a l'éducation thérapeutique qu'on parle de patients experts, donc qui sont des patients qui ont acquis des compétences au fil du temps, des compétences d'auto-soin et d'autogestion de leur propre pathologie. Donc initialement, les patients experts, c'était plus, on pensait aux patients experts pour toutes les maladies type VIH, et ensuite toutes les maladies, asthme, voilà, on ne pensait pas du tout aux patients experts pour le handicap. Et pour le handicap, le patient expert est rentré plus progressivement. Et en matière de paralysie cérébrale, alors d'abord, ça s'est développé dans la lombalgie chronique, et ensuite, donc toutes les maladies chroniques, et ensuite pour le handicap, je sais que quand j'ai fait ma formation, quand j'ai fait une formation en 2013, j'étais la première personne avec paralysie cérébrale à me former en tant que patient expert. Et parce que, et en fait, ce qui m'a marqué, et pourquoi je vous raconte ça, c'est parce que la personne, quand j'ai fait ma lettre de motivation, m'a appelé et m'a dit, mais en fait, par rapport à vos compétences, oui, je veux bien vous prendre, mais je vois pas l'intérêt pour vous, avec votre pathologie, parce que vous n'avez pas une pathologie chronique. Pourquoi vous seriez patient expert? Qu'est-ce que ça peut apporter et en quoi ça pourrait vous être utile? Et en fait, l'idée, c'est que oui, c'est une pathologie au long cours, et oui, il faut apprendre à vivre avec. Et donc, comment on forme? Il y a plusieurs types de formations. Et donc, il y a des formations universitaires dans plusieurs villes, et certaines ont l'avantage d'être des formations pluridisciplinaires. Donc, il y a autant de soignants que de patients qui se forment à l'éducation thérapeutique dans ces formations. Et après, comment on est appelé, en fait, ça peut être, c'est souvent quand même les équipes pluridisciplinaires
les professionnels de proximité qui en parlent à des patients ou à des parents. Maintenant, il y a plusieurs parents qui sont formés pour être parents experts. Et en fait, l'idée du patient expert ou du parent expert, c'est de créer du lien. Je peux juste me permettre de rajouter une toute petite chose, c'est de créer du lien et c'est aussi d'être, comme aujourd'hui, des acteurs de formation pour les professionnels de terrain, les médecins, les équipes. J'ai la chance, moi, d'être patient expert. J'aime pas le terme patient expert parce qu'en fait, je suis expert de rien du tout, à part de gastronomie, et voilà, c'est tout ce que, voilà, c'est à peu près tout ce dont je suis expert, parce que j'aime bien manger et bien vivre. Voilà. Je crois que le patient expert, c'est d'abord un patient qui a décidé de s'engager pour les autres par lui. C'est-à-dire que rendre son vécu acteur, être plus qu'acteur de son vécu et pouvoir en parler librement devant vous, devant des professionnels. Moi, j'ai la chance de former des jeunes internes sur un dispositif novateur depuis bientôt 10 ans, mais on va dire quand même novateur, ça permet d'avoir des crédits. À Bobigny, où on a la chance d'avoir sur chaque ED d'enseignement un médecin généraliste plus un jeune interne et un patient expert formé dans plein de pathologies chroniques. Et on vient non pas parler de nous, mais parler des sujets que rencontrent les internes, les difficultés que rencontrent les jeunes internes en médecine générale. Et c'est très intéressant, ça permet aux patients de se décentrer et à l'interne d'avoir un retour patient sur quelque chose qui ne le concerne pas. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Je trouve que la pérennisation entre les deux est riche. Je crois que c'est ça aussi le rôle du patient expert. C'est d'apporter un regard différent du regard du témoignage. Alors j'adore les témoignages, j'adore les scouts, c'est pas la question. J'en ai fait beaucoup du témoignage, mais c'est pas aujourd'hui, c'est plus ça dont on a besoin, c'est d'être à vos côtés. Non plus d'être au centre du truc, mais d'être à vos côtés comme expert. Comme tu disais, Guillaume, ça me semble important aussi quand on est formateur, patient et formateur, de l'être dans d'autres champs que celui du handicap et de la paralysie cérébrale, parce que ça décentre effectivement. Je voulais intervenir, c'est possible? Ouais, donc je suis là. En fait, je voulais intervenir par rapport à ce que vous disiez, madame, sur l'autodétermination. Donc j'interviens dans une association de manière un peu transverse auprès de 22 équipes dans des établissements, des structures qui vont de la petite enfance à l'âge adulte en tant que personne ressource sur les situations complexes de handicap. Je suis une jeune senior, ça fait 18 mois que je travaille dans cette association et je me pose la question tous les jours de l'autodétermination parce que finalement, autour de ces questions que vous posiez sur l'enfant, ça se travaille dès l'enfance, l'enfant peut nous guider, nous dire ce qu'il souhaite ou ce qu'il ne souhaite pas. Pour autant, moi ce que j'entends quotidiennement, c'est que finalement ce sont les adultes qui décident pour lui. Et cette question de comment je prends en compte la douleur, comment je prends en compte l'accompagnement et jusqu'où je vais dans cet accompagnement que je propose, moi j'arrive pas à y répondre. Et les équipes sont en grande difficulté souvent parce que ça devient des batailles justement d'experts, l'expertise du parent, l'expertise du soignant, l'expertise de l'enfant quand il arrive à s'exprimer ou quand on lui donne la parole. Et finalement, c'est bien souvent la parole des grands qui l'emporte. Donc je voudrais savoir un peu comment on peut résoudre ce dilemme et cette difficulté en équipe. Merci. Bien sûr, l'autodétermination, c'est pas l'idée de dire l'enfant, il sait ce qui est bon pour lui, il va tout choisir tout seul. En fait, c'est simplement qu'on s'assure bien qu'il ait compris les enjeux de ce qu'on lui propose. Et ça, c'est de la répétition.
Et on s'adapte à tous les âges, on ne dit pas les mêmes choses à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, mais on répète, on s'assure qu'il ait compris les enjeux de ce qu'on lui propose et que ça fait sens pour lui. Et pour que ça fasse sens pour lui, il faut interroger encore une fois concrètement ce que lui aimerait pouvoir améliorer dans sa vie de tous les jours. Et aujourd'hui, maintenant, on a des échelles qui nous viennent du Canada avec des passations d'ergothérapeutes qui permettent de faire émerger les attentes des enfants à tous les âges. Et après, de recueillir son consentement. Il faut recueillir son consentement à tous les âges de la vie, pour tout ce qu'on propose. De la même façon qu'on est amené parfois, quand on est, par exemple, sur des séances d'injection de toxines botuliques, on fait tout pour préparer le soin, avec, on va certainement parler après, la phase de désensibilisation aux soins, et on a eu un super témoignage de la Bobo Box, la maison des poupées, où on a tout ce processus, où c'est là où l'enfant va concrètement se rendre compte de ce qui va être proposé, où il va pouvoir être concrètement acteur en étant dans l'action du soin, ou dans l'échange entre pairs, il va pouvoir décrire ce qui effectivement va lui poser souci, pour justement ne pas être démuni et subir tout ça. Et bien sûr, en tant que parent, en tant que soignant, on accompagne des choix pour l'enfant. C'est sûr. Mais ce qui est important, c'est de s'assurer que ça fasse sens pour lui, qu'on lui donne une information qu'il est en capacité de comprendre et qu'il donne son consentement au fur et à mesure. Et ce qui me paraît aussi important, c'est, même si c'est évident, c'est une information qui soit en adéquation avec son quotidien. On ne va pas aller chercher l'information de dans 5 ans, dans 10 ans, sauf si, évidemment, l'enfant nous pose la question. Mais raccrocher toujours au quotidien. Comme on ferait d'ailleurs avec n'importe quel enfant de la vie. Un enfant qui rentre en CP, on ne va pas lui expliquer que la classe prépa, c'est bien. Enfin, voilà. Et de temps en temps, avec les enfants en situation de handicap, on a tendance, comme on a besoin de s'auto-rassurer, enfin, comme les adultes ont besoin de s'auto-rassurer, on a tendance à se surprojeter. Le fait que quand il n'y a pas justement consentement, parce qu'il y a des enfants à 5 ans, ils sont capables de ne pas consentir à un soin. Ouais. Voilà, c'est ça ma question, elle est très précise. Oui. Et effectivement, régulièrement, on a des échanges en équipe où on se fait des nœuds dans la tête. Oui. Non, voilà. mais d'accord. Donc c'est sûr qu'il y a il y a effectivement sur le cas des situations qui sont compliquées, mais je pense que s'il n'y a pas de consentement, il faut se poser la question pourquoi il n'y a pas de consentement. Et parfois, il faut savoir faire des fenêtres thérapeutiques. On en fait des fois dans les parcours de soins très médicaux avec injection de toxines, bottes, tout ça. Parfois, on fait des fenêtres parce qu'effectivement, on sent bien que ça passe pas là pour l'enfant. Et il faut se rendre compte que si on passe en force, on crée des traumatismes liés aux soins. Et nous, on se rend compte à l'âge adulte. Moi, je récupère des situations, alors des fois, il y a des transitions qui se passent bien, puis des fois, je les récupère 10 ans après dans des complications catastrophiques. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important de parfois de naviguer entre le monde pédiatrique, le monde adulte, parce que des situations, c'est sûr, quand on est enfant, on est dans la course contre la montre, on dit merde, il ne faut pas manquer ça, tout ça, il faut y aller, mais des fois, il faut déjà en tant que professionnel et détendu te dire oui, ok, là, non, si, il faut lâcher, parce que l'enfant, là, il est dans une opposition majeure, il faut comprendre pourquoi il est dans une opposition majeure, et parfois faire des fenêtres et dire non, là, on ne va pas y aller, tant pis, on va se laisser quelques mois, on va retravailler les choses, parce que sinon, on crée des traumatismes liés aux soins. Voilà, c'est avec des vrais états de stress post-traumatique, des vraies ruptures de parcours, où de toute façon, après, c'est encore pire, quoi. Donc, et c'est ça où des fois, quand on n'a pas la perspective, on dit merde, il faut quand même y aller, parce que ce sera encore pire derrière. Non, ça peut être encore pire d'y aller que de ne pas y aller. En se disant que ça reste pas simple, des fois, on aura raison de ne pas y aller, des fois, on aura eu tort de ne pas y aller. Il faut aussi accepter qu'il y a des situations qui, dans tous les cas, seront pas idéales, mais ce qui est important, c'est de ne pas rompre le lien. Et si on accompagne une famille, un enfant sur ne pas faire, c'est savoir pourquoi on ne le fait pas. Déjà de dire à l'enfant, on entend ta parole,
cette fois-ci, on ne va pas faire comme ça, parce que ta parole a de l'importance, c'est déjà thérapeutique pour l'enfant. Mais lui dire, par contre, c'est important pour nous de continuer à t'accompagner, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, peut-être c'est pas clair pour toi, mais aujourd'hui, on va pas te laisser te dégrader ou des choses, donc on va se revoir et on va re-questionner les choses un peu plus tard. Et juste qu'il ne faut pas oublier comme outil, on a un outil aujourd'hui qui est merveilleux pour ça, qui est un outil de communication sans communication, qui est le mail pour un ado. Et non mais ça paraît anecdotique, mais si jamais vous proposez à un ado d'envoyer un mail à un médecin, ça lui permet de prendre du recul sur la décision qui a été prise et de lui dire qu'est-ce que toi tu as compris de la consultation. Je te propose de m'envoyer un mail sur ce que toi tu as compris de la consultation et qu'est-ce que tu en retiens toi, comment tu le construis pour toi. Pas mon compte rendu il va arriver dans 3 mois parce que de toute façon 3 mois, 6 mois, moi je préfère le date. Mais par contre, qu'est-ce que toi t'en veux, qu'est-ce que toi t'en as compris? Et je trouve ça vachement important, enfin moi j'ai appris ça en EQP et je l'utilise pour moi-même tout le temps maintenant, d'aider les patients à préparer leur venue chez vous, à clarifier leurs questions, parce que ceux qui sont en kiné, ils voient leur kiné 3 fois par semaine, 2 fois par semaine. Je ne vais pas rentrer dans ce débat là maintenant de 3 fois 2 que vous, rééducateurs, vous soyez des outils de préparation de ces consultes. Sur qu'est-ce que toi tu veux et où est-ce que l'équipe peut t'emmener, y compris sur la douleur. Parce que, alors ça c'est plus un témoignage perso, mais la douleur ça peut être même dur à aborder quand on a attendu pendant 6 mois, 8 mois un rendez-vous et qu'on a 6 mois, 8 mois de trucs à voir, enfin 1 an et demi de trucs à voir. Et la douleur, c'est pas le premier truc qu'on lit, sauf si jamais on est vraiment au bout du rouleau, mais là c'est entre guillemets déjà trop tard. C'est parce que la douleur, c'est une fierté pour personne, pour aucun patient, c'est une fierté la douleur. Donc c'est un truc que vous, en tant que professionnel, médecin, rééducateur, il faut oser aborder, c'est à vous de l'aborder, plus qu'aux patients. C'est pas parce que vous posez la question qu'ils vont tous sortir douloureux. Par contre, ceux qui le sont et qui prennent du Doliprane, on peut peut-être leur proposer soit de l'hypnose, soit des TENS, des trucs qui sont non médicamenteux et qui fonctionnent mieux que le Doliprane. Je n'ai rien contre Sanofi, j'ai pas de conflit d'intérêt avec Sanofi, mais voilà. On a aujourd'hui des outils qui sont mieux. Sauf que si on ne les connaît pas, on va végéter, et les patients vont végéter. Moi, j'ai végété pendant plusieurs mois en étant douloureux, je me suis baladé, avant de trouver et un service douleur et une médecin généraliste qui était concerné par la question, qui s'est senti concerné par la question. On peut avoir à végéter pendant plusieurs mois. Donc, c'est à vous, rééducateurs du quotidien, de vous en saisir et c'est à vous, médecins MPR, quand vous voyez vos patients 1 fois par an, ou une fois tous les 8 mois, comme ça on peut la poire en 2, d'oser aussi poser la question, non pas comme une fatalité, mais comme une action à mener. Je voudrais juste revenir un tout petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant on a beaucoup progressé sur l'écoute de l'enfant, et c'est très très important. Moi je suis, donc vous l'avez entendu, expert pour la Cour d'appel de Versailles, donc spécialisée dans tout ce qui est enlèvement, torture, viol sur mineurs, où là aussi la parole de l'enfant est tellement difficile à entendre, voilà. Mais je modérerai un tout petit peu parce qu'on est passé d'une situation où on n'écoutait plus du tout l'enfant à une situation où l'enfant est devenu le décideur, le chef de la famille, celui qui a tous les pouvoirs. Et j'ai bien souvent la sensation que les parents ne parviennent plus à trouver de la joie, ce qui fait joie ou sens dans leur vie, et ils vont, j'utilise ce terme un peu provocateur exprès, exploiter leur enfant pour que ce soit l'enfant qui leur donne de la joie. Vous voyez ? Et là, je trouve que c'est dangereux. C'est important pour l'enfant
qu'il sente que ce sont toujours ses parents qui décident. Il est écouté, il est respecté dans sa parole, mais ce sont les parents qui vont, avec ces médecins, décider. Ça, je crois que c'est important de ne pas oublier, de ne pas laisser l'enfant dans une toute-puissance parfois tyrannique. Bien sûr, c'est effectivement là, ce dont on parlait. L'idée, c'est pas que l'enfant il décide, je fais ce traitement, je fais pas ce traitement et tout. C'est juste qu'on s'assure qu'il ait compris pourquoi on le faisait et que ça fasse sens dans ses enjeux. Je donne juste un exemple. Par exemple, pour accompagner une jeune fille là, qui avait 5 ans, qui bénéficiait d'injections de toxines botuliques au niveau notamment de son membre supérieur, dans ses attentes, en fait, elle avait le membre qui était systématiquement replié et ses amis ne prenaient jamais la main. Et donc, elle, son attente, c'était que ses amis puissent pouvoir lui saisir sa main plus facilement parce que son bras était à hauteur de leur bras quand elle marchait côte à côte. C'est ça, en fait, se remettre dans leurs enjeux. Du coup, bim, derrière, l'impact que ça dans sa relation à l'autre de ce traitement-là, du coup, ça ne devient plus un sujet de l'acceptation. Bim, ça fait sens. C'est ça à s'intenter. 3 mois après, ce sera un autre enjeu. C'est juste ça, c'est juste. Mais bien sûr, après, c'est pas lui qui va dire est-ce que. Enfin, c'est de dire je veux bien avoir des injections, je veux bien avoir une chirurgie. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment s'assurer que ça fait sens. Voir ce qu'on voit parfois. Si vous ne faites pas ce que je dis, je ne prendrai pas mon traitement. Voilà. Ça, on le voit aussi. Hein. Donc, ça, c'est. Oui, c'est bon. Pardon. Oui, je voulais revenir par rapport à l'appareillage dont on a parlé tout à l'heure, qui pouvait être douloureux. Et moi, je trouve qu'au niveau, quand l'enfant n'est pas décisionnaire de mettre pas ses appels, c'est surtout, moi, je trouve, par rapport à la douleur. Moi, je le dis souvent aux enfants, je te fais confiance, tu me diras si t'as mal. Si t'as mal, t'inquiète pas, on adaptera, on mettra autre chose. Et je trouve que ça, c'est vraiment très important de leur laisser l'expression au moins de leur douleur par rapport à l'appareillage pour qu'ensuite ils le mettent de manière pérenne. J'ai une question plus spécifique pour Muriel de Rome. Dans l'arsenal, je suis là, au fond. Dans l'arsenal thérapeutique, on a aussi le soutien psychologique. Et comment motiver le jeune à ce soutien psychologique. On a beaucoup avec des psychologues qui disent il faut que le jeune soit volontaire pour y aller, sinon ça ne sert à rien. Mais si vous donnez des clés pour montrer aux jeunes l'intérêt du soutien psychologique, même s'il n'est pas forcément très volontaire, en tout cas au début. Alors, longtemps, les psychologues ont dit ça. On dit c'est uniquement s'il y a un désir du patient, une volonté du patient, que le psychologue peut agir. Et dans les services, nombre de patients et de familles n'ont pas du tout envie de voir la psychologue. Parce que c'est comme si on leur disait qu'en plus ils sont fous. Vous voyez, donc c'est très très difficile. Alors moi j'ai changé de technique. Maintenant je ne dis pas est-ce que tu aurais besoin de parler à quelqu'un, des choses comme ça, est-ce que tu veux voir la psychologue, tout ça. Je bannis toutes ces phrases-là dans mon service. Et par contre, moi je vais voir les enfants, les familles qui ont besoin d'un soutien psychologique. Et alors surtout, ça marche très très bien chez les ados, qui sont les plus grands réfractaires à la venue de la psychologue. Et je leur dis, voilà, je voulais savoir, je fais en ce moment une étude pour savoir par quelle émotion on passe quand on a une maladie chronique, et quand on rencontre la douleur, par quelle émotion on passe, et quand on est hospitalisé, par quelle émotion on passe. Est-ce que tu accepterais de m'aider dans cette recherche? Et là, ce sont eux qui m'aident. Et alors, ça se passe très très bien parce qu'ils sont ravis d'être acteurs, voyez, et le travail est le même. Donc, et pour moi, c'est vrai que ce sont eux qui m'apprennent. C'est une question aussi dans les consultations de douleur. En pédiatrie, on inclut très très systématiquement les psychologues et on explique très facilement aux parents et aux enfants que dans la douleur, il y a une composante émotionnelle, comme il y a une composante sensorielle, et donc l'évaluation des émotions, ça fait partie de l'évaluation de la douleur, et donc dans l'évaluation d'une douleur chronique, il y a le médecin, il y a l'infirmière, il y a la psychologue. Et ça passe vraiment très très bien comme ça. Parce que c'est présenté de manière un peu dédramatisée aussi. Il y en a aussi à qui on dit
voilà, tu as remarqué que tu as quand même moins mal quand tu regardes un film. Et donc on voudrait t'apprendre à faire ça même sans avoir besoin de regarder un film. Et ça, c'est la psychologue qui peut t'apprendre à trouver des outils dans ta tête, dans ton cœur, dans ton imaginaire. Excusez-moi, oui, donc suite à l'intervention par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, comme il y a eu beaucoup de choses, je comprends très bien que je reprends la parole du coup. Ce que je voulais dire aussi, c'est, et finalement ce que je voudrais comprendre et vous demander, l'accompagnement des enfants en leur demandant d'être dans l'autodétermination, de pouvoir dire leurs douleurs, de pouvoir parler de leur appareillage, leur vécu, leurs problématiques du quotidien. Elle ne peut pas se faire en l'absence de leurs parents. Et ce que je veux dire simplement, c'est que dans le parcours de soins et d'accompagnement des enfants, à un moment donné, les parents eux-mêmes sont dans leurs problématiques de parents, le fait d'aller travailler, le fait de... Voilà, la vie prend son cours, c'est important. C'est souvent les parents qui, à un moment donné, sont aussi dans le fait de compenser. Quand je vous parlais de réparation, quand je vous parlais de méthode tout à l'heure, c'est derrière cette absence des parents, parce que au CAMS, aujourd'hui, je me confronte de plus en plus à la demande des parents d'aller dans le libéral, de faire les soins des enfants pris en charge en leur absence, c'est-à-dire que des parents font venir leurs grands-parents, les nounous, enfin bref, c'est de plus en plus, c'était pas le cas quand j'ai commencé le pas du tout, autant, ça change, c'est pas du tout pour viser, pour dire que les parents font mal, hein, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une dynamique sociétale qui change, parce que les établissements, c'est des équipes pluridisciplinaires, c'est l'occasion de la psychologue de rencontrer la famille dans le couloir, de la voir autrement, puisqu'effectivement, de proposer d'être accompagné en leur disant vous pourriez parler avec la psychologue, c'est souvent refusé, c'est l'espace de l'enfant. D'abord, c'est ce qu'ils disent, le CAMS, c'est l'espace de l'enfant, on vient pour lui. Oui, mais on leur explique qu'ils viennent et c'est la famille qu'on accompagne, c'est pas uniquement l'enfant, c'est aussi le parent. Et si l'enfant a un espace de parole, il a un espace de parole d'autant plus si le parent peut cheminer et voir que lui aussi peut ressentir des choses. Quand vous parlez d'hypnose, oui, l'hypnose notamment, j'en suis convaincue, mais ça passe par la médiation, par le jeu, par le plaisir. Si le parent accompagne l'enfant dans les rééducations et voit que l'enfant a des compétences, il est valorisé, il y a plein de choses qu'il peut faire, forcément le parent va être en mesure aussi d'entendre qu'il y a des limites, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, et des choses... Voilà, c'est moins une catastrophe que s'il est à distance, si on lui dit dans un compte rendu à la fin, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, ça qui ne va pas. Forcément, il ressort le parent catastrophé, on va aller chercher la méthode à droite et à gauche. L'accompagnement pluridisciplinaire, c'est parce que c'est une équipe, c'est pas juste un thérapeute qui va dire ce qu'il observe, c'est aussi avec lui, avec ce que le parent observe. J'apprécie beaucoup qu'on dise vous n'êtes plus au centre, vous, experts, vous êtes à côté, mais finalement, dès le départ, le parent est à côté, il n'est pas au centre, il est à côté, il a aussi des choses à dire, parce qu'il est d'autant plus au centre quand il est en séance. On ne peut pas lui demander de faire ça sur toute sa vie, mais au moins dans les débuts, ça désenclenche pas mal de choses pour l'avenir, et la question des transitions, c'est la société aussi qui fait des ruptures, qui à un moment donné va dire l'orientation va se faire là, maintenant, tout de suite, et sinon c'est plus tard, c'est pas possible. Je vois encore des parents qui ont quitté la région parisienne, qui sont partis à faire Saint-Nazaire, etc. Et la question de la rupture, de dire mais c'est inacceptable de s'entendre dire dans l'établissement qu'on n'est pas... qu'est-ce qu'il a dit? Le terme c'est admissible. Être admissible. Est-ce qu'un enfant en scolarité s'entend dire vous êtes admissible, oui, dans l'établissement, toutes ces transitions sont très dures pour les parents à vivre, parce que du jour au lendemain, ils sont obligés de partir, de quitter les thérapeutes, et effectivement la question du libéral, elle se pose aussi, c'est-à-dire qu'ils commencent par un libéral, avec une accroche avec un thérapeute, c'est très dur de leur dire, rentrez dans l'établissement, là vous devez... Je vous remercie vraiment, je suis désolé, on va être pris par le temps. Merci. Juste un petit mot de la fin, d'où l'importance aussi d'aider les parents à s'autoriser à prendre un peu de temps pour eux et à se faire plaisir pour qu'ensuite
et non pas qu'ils soient eux dans la douleur sous prétexte que leur enfant est douloureux. C'est le mot de la fin, merci beaucoup. Et avant de passer aux questions en vidéo, parce qu'on en a 3, on va juste, Dr Avez va nous présenter son application. C'est pas mon application, mais... L'application que vous avez mis en œuvre. L'application APO effectivement a été mise en place avec la commission pédiatrique de la SFETD. Donc APO, c'est une application qui existait déjà dans une version destinée à la prise en charge de la migraine. Donc Céline Ferron est une patiente experte aussi, on peut dire ça, je pense, dans la migraine. Et elle a créé donc cette application. Et on s'est tourné vers elle dans l'idée de faire une version différente qui serve plutôt à l'évaluation de la douleur chez l'enfant avec des difficultés de communication. C'était une commande de la DGS auprès de la SFETD, donc des instances de santé. Donc cette application, l'idée c'est qu'elle puisse être facilement utilisable par les parents, éventuellement par les soignants, mais on a un compte qui correspond à un enfant. Et si on veut utiliser à plusieurs le même compte, il faut partager les identifiants et le mot de passe qui correspondent à l'enfant. Et donc dans cette application, comme dans la version migraine, on va enregistrer les moments où on a une crise de migraine, les moments où on a une sensation que l'enfant est douloureux. Donc soit l'enfant le dit, soit on a repéré des choses dans son comportement, bien sûr, et on va pouvoir enregistrer ce qui s'est passé de manière chronologique, avec les signes qui ont été des signes repérants, les éventuels facteurs déclenchants, les choses qui ont aidé à la prise en charge de cet épisode douloureux. Et on va pouvoir utiliser surtout des outils d'évaluation validés. C'est-à-dire, quand c'est possible, bien sûr, l'auto-évaluation. Donc c'est l'échelle des visages qui est inclus dans l'application. Et si ce n'est pas possible, il y a des outils d'hétéro-évaluation. Donc il y a un choix par défaut, entre guillemets, c'est-à-dire si on n'a pas pris le temps de bien remplir le dossier de base de l'enfant, on aura l'outil d'évaluation, ce qu'on appelle GEDAI entre nous, mais la grille d'évaluation de douleur, déficience intellectuelle qui sera proposée, qui est un outil, une échelle d'évaluation de la douleur aiguë. Et si par contre le parent a pris le temps de remplir un dossier de base qui est dans l'application, ce sera le profil douleur pédiatrique qui sera proposé. Donc le profil douleur pédiatrique, c'est une autre échelle d'hétéro-évaluation, mais qui nécessite une connaissance préalable du sujet, c'est-à-dire qu'on remplit un dossier, un peu comme ce que vous connaissez peut-être avec l'échelle douleur enfant sans Salvador. On remplit un dossier qui décrit l'enfant et son comportement en cas de douleur, et quand on a un doute sur un épisode douloureux, qu'on veut enregistrer un épisode douloureux, mais on va remplir la même échelle au moment T. Et tout ça permettra notamment une meilleure communication, une meilleure préparation des consultations, comme a dit Guillaume, effectivement, je pense que c'est des moments que les patients attendent. Ils ont beaucoup de choses à dire et si c'est préparé, c'est toujours beaucoup plus efficient. Et donc cette application, dans ces deux versions, propose de pouvoir envoyer un rapport au médecin par mail sur la période qu'on souhaite. Et on va pouvoir adresser au médecin tout ce qui s'est passé. Et ce rapport au médecin, on l'a préétabli à plusieurs, avec différents soignants, médecins de différentes spécialités. Voilà, qu'est-ce qui nous intéresse finalement de savoir, combien il y a eu d'épisodes, combien de temps ils ont duré, quelle était l'intensité de la douleur, qu'est-ce qui a déclenché, qu'est-ce qui a aidé. Donc tout ça sera inclus dans un rapport au médecin qui est un peu plus rébarbatif, bien sûr, que l'application utilisée par les parents, mais qui contient vraiment les informations importantes. Bien sûr, le parent, lui, dans l'application, il peut aussi consulter l'agenda de manière visuelle avec les jours où les épisodes douloureux sont enregistrés qui apparaîtront avec des couleurs différentes en fonction de l'intensité des épisodes. Donc c'est un outil dont on parle beaucoup. Donc si en tant que soignant, vous souhaitez tester l'application, bien sûr, vous êtes invité à la télécharger, c'est parfaitement gratuit. Simplement, notre petit truc à nous, si vous vous inscrivez, vous créez un faux compte pour un enfant qui n'existe pas, juste pour voir comment ça marche, eh bien vous êtes libre de le faire, mais mettez une date de naissance assez éloignée pour qu'on sache que vous êtes a priori un soignant qui a testé l'application et pas un parent qui l'a utilisé pour son enfant. Comme ça, quand on regarde un petit peu où on en est des données d'utilisation, on peut différencier les vrais comptes et les faux comptes, si je puis dire. Mais n'hésitez pas à tester, vous créez un compte, vous créez un patient type et vous essayez avec les patients que vous avez en tête, ça vous donnera une idée.
Donc on a des parents qui l'utilisent, on a des équipes qui l'utilisent aussi finalement, soit conjointement avec les parents, soit finalement uniquement les équipes. Mais voilà, on a cette sensation avec les collègues avec qui on a mis en place l'application que quand on en parle aux parents, ils sont extrêmement contents que ça se soit fait, que ça existe, mais que l'utiliser, le prendre en main, c'est une étape un peu plus compliquée, et nettement plus compliquée que ce qu'on vit avec les parents d'enfants migraineux, par exemple. Pour qui l'agenda de migraine, c'était vraiment déjà hyper rentré dans les mœurs, hyper basique. Là, c'est plus difficile. Peut-être vous avez une hypothèse là-dessus. Je voudrais juste dire qu'il faut toujours dire aux enfants, c'est pas méchant d'être douloureux. C'est la conclusion. Merci beaucoup pour ce mot de conclusion. Et juste pendant la pause, il y a encore la librairie. Et à la librairie, il y a des livres de Muriel de Rome qui sont encore disponibles. Et attention, si vous voulez acheter des livres, allez-y maintenant parce que le libraire part après la pause de ce matin.